Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Nous reviendrons sur cette évasion spectaculaire en fin d'après-midi à la prison de Moulins, dans l'Allier. Évasion à l'aide d'explosifs. 2 détenus présumés dangereux ont pris la fuite. Ils détiennent toujours actuellement un otage. Dans ce journal, le témoignage du père de la jeune étudiante française Ophélie Bretnacher. Celui-ci ne semble pas se satisfaire totalement des conclusions de la police hongroise sur les circonstances qui ont conduit à la mort de sa fille. Il est notre invité. La crise aux Antilles, la grève se poursuit. Aujourd'hui, à la Guadeloupe, le collectif LKP appelle même à amplifier le mouvement. Le point de vue et les inquiétudes ce soir de la communauté antillaise en métropole. Vous découvrirez vos futures plaques d'immatriculation, des chiffres, des lettres et un petit logo pour la région que vous pourrez vous-même choisir. L'enfer, c'est l'orthographe. 1500 lycéens ont récemment effectué une dictée en forme de test. Résultat, les 2/3 d'entre eux ont obtenu 0 sur 20. Les raisons d'un tel échec avec le grand format ce soir. Enfin, dimanche de sport et de 2 pour Julien Liseroux. Le Français remporte sa 2e médaille d'argent au championnat du monde de Val d'Isère. Et puis, les larmes d'Amélie Mauresmo qui a remporté son premier titre depuis 2 ans à Paris. C'était cet après-midi. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour l'actualité de cette fin de week-end. Et on commence ce journal par cette information. Depuis cet après-midi, 2 détenus de la maison d'arrêt de Moulins dans l'Allier sont en fuite. Ils se sont évadés à l'aide d'explosifs. Ils retiennent toujours une personne en otage. Alors revenons sur les derniers éléments de cette affaire avec Bernard Lebrun. Que s'est-il passé cet après-midi dans cette prison de Moulins-Yzeure dans l'Allier? Un établissement récent des années 80 qui comprend une maison d'arrêt et une centrale pénitentiaire. Tout aurait commencé au parloir. Un condamné à perpétuité à l'aide d'une arme blanche aurait pris en otage un premier surveillant. Joint au téléphone ce soir, le sous-préfet de Vichy poursuit le récit de cette évasion. 2 détenus se sont évadés en faisant sauter une porte avec un explosif et ont pris en otage 2 surveillants. Un des 2 otages a été rapidement libéré. Armés d'un pistolet, les prisonniers ont volé plusieurs véhicules. Selon la gendarmerie, ils rouleraient actuellement à bord d'une Audi sombre sur les routes du département du Loiret. Je puis vous dire simplement que ce sont des individus considérés comme dangereux. Le groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN, a été mobilisé, ainsi que 2 hélicoptères de la gendarmerie de Lyon. Une course-poursuite avec les forces de l'ordre serait en cours actuellement. Et nous reviendrons bien sûr sur cette affaire si nous disposons de nouveaux éléments d'ici la fin de ce journal. Revenons maintenant sur la découverte du corps d'Ophélie Bretnacher à Budapest, 2 mois après sa disparition. Pour la police hongroise, la jeune fille de 22 ans serait morte noyée et il n'y a, je cite, aucun indice de crime à la suite des examens pratiqués. Des éléments qui conduisent à la thèse du suicide. Nous retrouverons dans un instant le père d'Ophélie qui a souhaité s'exprimer ce soir, mais avant cela, les faits avec Arnaud Comte et Virginie Travers. Le corps d'Ophélie Bretnacher a été retrouvé sur une berge du Danube, jeudi, à la nuit tombée. L'alerte est donnée par des bateliers vers 17 h. Très vite, les policiers hongrois arrivent sur place, à 6 km en aval du pont près duquel Ophélie a été vue pour la dernière fois. La jeune femme portait les mêmes bijoux et les mêmes vêtements que le soir de sa disparition. L'autopsie a permis de constater qu'elle est morte noyée et qu'il n'y a pas de traces d'agression. Il va maintenant falloir comprendre comment elle est tombée à l'eau et ce qui s'est passé. Les dernières images d'Ophélie vivante, les voici. Elle sort de boîte de nuit, marche d'un pas assuré et ne semble pas être suivie. Sa trace s'arrête à quelques mètres du pont des Chênes, le pont où son sac a été retrouvé vers 3 h du matin. À cet endroit, il n'y a pas de caméra et la police manque de témoignages. Dans les prochains jours, une seconde autopsie devrait être pratiquée en France pour confirmer qu'il n'y a aucune trace d'agression. Bonsoir Monsieur Bretnacher, merci d'être en direct avec nous ce soir. Tout d'abord, première question simple, qu'est-ce qui vous pousse ce soir à vous exprimer? Ce qui me pousse ce soir à m'exprimer, c'est simplement qu'on souhaiterait qu'Ophélie puisse reposer en paix le plus rapidement possible. Et donc on voudrait qu'elle soit rapatriée en France sans délai, c'est-à-dire dès demain, afin qu'on puisse organiser des obsèques en Lorraine, là où elle est née, près de ses proches. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis là ce soir. De ce que je comprends. Un autre élément. Allez-y. C'est que, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que la vérité soit faite. Et aujourd'hui, on ne comprend pas les circonstances du drame, donc on a besoin que l'enquête continue. On veut comprendre ce qui s'est passé, parce que pour nous,
Comme on le voit sur les vidéos, Ophélie était tout à fait bien, pleine de vie. Et on ne comprend pas ce qui a pu se passer. Et on ne croit pas une minute à la thèse du suicide. C'est ce que vous dites depuis 2 mois. Vous refusez la thèse du suicide. Vous croyez toujours à une autre hypothèse ce soir, Monsieur Botnacher? Je ne crois pas à d'autres hypothèses. En fait, on n'a aucune explication. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, rien ne permet d'étayer la thèse du suicide, tout simplement. Et vous souhaitez qu'il y ait de nouvelles investigations, et notamment en France? Qu'il y ait une continuation des investigations, tout simplement. Parce que ça fait 2 mois que je me bats au départ, moi, avec l'espoir de la retrouver vivante. Et aujourd'hui, je me bats pour qu'on fasse toute la lumière sur ce qui s'est passé, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans ce journal. Que va-t-il se passer demain lors de la reprise des débats du procès d'Ivan Colonna? On a bien compris que les révélations vendredi soir d'un commissaire de police laissant entendre que 2 des meurtriers présumés du préfet Erignac seraient toujours en liberté ne sont pas interprétées de la même façon du côté de la défense et de la partie civile. Rien ne change pour les avocats de madame Erignac et tout a changé au contraire pour ceux d'Ivan Colonna. Aurélia Guimin, Vivien Roussel et Alexis Fischer pour les explications. Ivan Colonna lui-même n'espérait sans doute pas un tel événement au 6e jour de son procès en appel. Demain matin, ses avocats prévoient de demander sa remise en liberté et le report du procès pour supplément d'informations, faute de quoi la défense envisage de quitter les débats. Comment voudriez-vous que nous participions encore d'une quelconque manière à une mascarade devant des magistrats faussaires? Comment voulez-vous que nous participions à cette mascarade? Le procès va continuer ou pas? C'est le témoignage vendredi d'un ex-collaborateur du préfet qui a jeté le trouble. Didier Vinolas, commissaire de police, a affirmé à la barre: il y a peut-être 2 hommes dans la nature qui ont participé à l'assassinat du préfet. Le commissaire dit avoir transmis ces éléments aux autorités judiciaires dès 2002, information confirmée hier par la justice. La famille Erignac, pour qui l'existence supposée de 2 nouveaux suspects ne change rien au dossier, s'interroge sur la crédibilité du témoin. Je ne vois absolument pas dans quelles conditions ce témoignage pourrait l'innocenter. Et ce qui me paraît quand même curieux aussi, et ce qu'il faut noter, c'est que M. Vinolas qui fait ce témoignage, il le fait maintenant. Didier Vinolas a expliqué vouloir soulager sa conscience. Par la même occasion, c'est le dossier Colonna tout entier qui a été ébranlé. La contestation sociale aux Antilles maintenant, à la Guadeloupe. Le collectif LKP a appelé aujourd'hui à amplifier le mouvement. La crise est toujours dans l'impasse. Alors écoutons ce soir des paroles d'Antillais qui vivent en métropole. Comment perçoivent-ils ce conflit? Propos recueillis par Lionel Feuerstein et Mathias Barois aujourd'hui. Le marché de Saint-Denis, un rendez-vous incontournable pour les Antillais de la région parisienne. Une communauté forte de 200 à 300 000 personnes. Depuis le début de la grève, Élie Domergue est en lien constant avec sa famille restée en Martinique. Il ne comprend pas la flambée des prix qui sévit dans l'île. J'ai eu une information de la part de ma belle-sœur justement qui me disait qu'elle payait des pommes golden à 2,80 €. Et ici on les paye combien? 1,30 €. Donc il y a un souci, allez savoir pourquoi. Effectivement, vous me direz que ça peut être impacté par le transfert, mais ce n'est pas suffisant pour indiquer une différence de 50%. Les Antillais de métropole se disent solidaires du mouvement contre la vie chère lancé en Guadeloupe. Ils dénoncent tous des conditions de vie qui se sont dégradées. Je suis parti au mois de septembre, je suis rentré en janvier, 15 janvier. Et là-bas, la situation n'est plus tenable? Ouais. Les loyers, et là, je ne sais pas comment ils font pour vivre. Il y a mes petits neveux qui ne travaillent pas, mes nièces, et ils ont fait des bonnes études, hein, mais ils ne trouvent rien du tout. Pour mettre fin à la crise, ce responsable d'un collectif antillais espère que l'État acceptera finalement d'augmenter les plus bas salaires de 200 € comme le réclament les grévistes. On donne des millions d'euros aux banques pour remettre le système bancaire français. On donne des milliards d'euros, des millions d'euros à Renault, Peugeot, mais pour les Antilles, on nous chipote 200 €. Et c'est ça que je pense qu'ils n'arrivent pas, que nos compatriotes n'arrivent pas à comprendre. Un appel à manifester a été lancé par les Antillais de Paris pour le 28 février, une première pour la métropole.
Dans l'actualité politique, tout d'abord, on retiendra cette phrase du ministre du Budget, Eric Woerth, ce soir sur RTL. Celui-ci est revenu sur l'une des solutions à mettre en œuvre pour aider, je cite, le bas de la classe moyenne face à la crise. Il estime que la suppression du deuxième tiers provisionnel de l'impôt sur le revenu serait une bonne réponse. Et c'est donc mercredi que le président de la République, le gouvernement, mais aussi bien sûr 5 confédérations syndicales se retrouveront pour discuter des revendications des salariés. Revendications exprimées entre autres le 29 janvier lors de la journée de mobilisation. Un rendez-vous très attendu. Beaucoup de dossiers seront sur la table. Alors quelles sont les priorités, la matière à négocier? On voit cela avec Julien Dupéret et Valérie Lucas. De la rue à l'Elysée, avec les mêmes revendications. Toute la semaine, les syndicats ont préparé la table ronde sociale aux côtés des ministres concernés, en rappelant l'enjeu de la rencontre. S'il y a un tel niveau du mécontentement social, c'est bien qu'il faut changer un certain nombre d'approches politiques en matière d'emploi, en matière d'utilisation d'argent public. Mercredi, parmi les attentes des différents syndicats, la hausse du salaire minimum, une mesure vue d'un mauvais œil par le gouvernement. Autre demande, celle de la CFDT de créer un fonds d'investissement social. Un fonds exceptionnel dans cette période de crise, pour faire en sorte que les salariés soient en formation plutôt qu'au chômage. Les syndicats qui réaffirment tous leur opposition à la suppression de 30 000 postes de fonctionnaires. En face, Nicolas Sarkozy mettra sur la table les propositions faites à la télévision. Une meilleure indemnisation du chômage partiel, 60% du salaire actuellement. Une baisse d'impôts pour les classes moyennes, en supprimant par exemple la première tranche de l'impôt sur le revenu. Autre cible, les jeunes, avec une prime de précarité pour les chômeurs de moins de 25 ans. Sur tous ces thèmes, il faudra aussi compter avec l'avis et la volonté du patronat. Laurence Parisot a prévenu, sa priorité, sortir de la crise des milliers d'entrepreneurs. Et parmi les réactions politiques du jour, celle de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui était l'invité de 13h15 le dimanche. Alors, selon lui, faut-il, face à la crise, une pause dans les réformes? On l'écoute. Il faut un mouvement, mais solidaire. Et je pense que la solidarité dans la crise est très importante. Donc on avait le mouvement qui était la caractéristique la plus forte de la dynamique aujourd'hui. Il faut que ce mouvement reste, mais que ce mouvement soit toujours compatible avec une démarche de solidarité et une attention pour une société qui a besoin de chaleur. On évite Cette le mot société pause, donc. va être brutale. Pas de pause. Pas de pause, un mouvement, mais un mouvement solidaire. Et puis en bref, parmi les phrases de ce dimanche politique, celle de Jean-Marie Le Pen, dans une interview au journal Le Parisien, entre Nicolas Sarkozy et Martine Aubry lors d'un duel présidentiel. Celui-ci s'interroge mais estime qu'il opterait plutôt pour Martine Aubry. À suivre dans votre journal le nouveau système d'immatriculation de nos voitures prévu pour le 15 avril prochain. L'orthographe, voilà le défi de l'école. Le ministère de l'Éducation tire la sonnette d'alarme. C'est le grand format ce soir. Et puis, les dernières images et résultats sportifs du week-end avec le ski et une médaille d'argent pour Julien Liseroux, l'émotion d'Amélie Mauresmo et Sébastien Loeb qui conduit toujours aussi vite et aussi bien. Mais avant cela, direction les États-Unis où Barack Obama est déjà soulagé après un mois seulement de présidence. Il avait fait de l'adoption du plan de relance de l'économie une condition de la réussite de son mandat et c'est chose faite. Revenons ce soir sur ces 30 premiers jours d'exercice du pouvoir à la Maison-Blanche et c'est avec Alain Chavron et Aaron Diamond. On savait que ce serait une marche triomphale, on ne savait pas qu'elle se transformerait en course frénétique. En France, on dirait de Barack Obama qu'il est hyperactif ici. On dit qu'il a le don d'ubiquité. Premier coup de fil, Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Première interview, une chaîne arabe. Tiens, le Moyen-Orient l'intéresse. Mais ce qui le tracasse, c'est l'économie. 600 000 chômeurs en janvier. Faire passer le plan de relance de 800 milliards, c'est son obsession. Geste rarissime, le président va au Congrès. Son rêve, rallier l'opposition, les Républicains. J'espère que nous pourrons mettre de côté la politique politicienne et régler les vrais problèmes des Américains. Là, quelques jours plus tard, la Chambre vote le plan, mais sans la moindre voix républicaine, la politique revient au galop. Un petit coup à gauche, alors on ferme Guantanamo. Un petit clin d'œil aux écolos. Pour protéger notre climat et notre sécurité, nous devons constituer une vraie coalition globale. Quant aux magnats de Wall Street qui s'octroient des primes extravagantes, voilà pour eux. C'est le summum de l'irresponsabilité. C'est une honte. De l'économie à la sécurité, le président est avant tout commander-in-chief, commandant en chef. Le voilà donc avec les militaires pour préparer comme promis un retrait d'Irak en 16 mois.
Mais il est aussi proche des gens et même des écoliers. C'est toujours bon pour l'image. Et Michelle, sa femme, est devenue une star coqueluche des magazines. Le petit déjeuner est sacré à la Maison Blanche avec les filles. Et le plan, au fait, ça traîne au Sénat. Barack Obama dramatise en prime time et en cascade. La crise peut tourner à la catastrophe. Il y a un petit plaisir auquel aucun président n'a jamais résisté, Air Force One, l'avion présidentiel. En attendant que ces messieurs du Congrès se décident, le président voyage. 3 jours, 3 États, ça rappelle la campagne et ça permet de patienter. Jusqu'à ce vendredi 13, le plan de relance est finalement adopté par le Capitole. Ce n'est plus tout à fait le texte initial. Peu de républicains l'ont voté, mais l'essentiel est là. Et Barack Obama peut respirer, la catastrophe est évitée. Même si la politique a repris ses droits, il y a désormais clairement un gouvernement et une opposition. Barack Obama continue à surfer sur une popularité sans égale. En bref, le charismatique président vénézuélien Hugo Chavez rêve d'un mandat à vie et il joue en quelque sorte aujourd'hui son avenir politique. La population doit répondre par référendum à la question de savoir si celui-ci pourra à nouveau se présenter à la présidence du pays après 2012. La loi actuelle n'autorise pas plus de 2 mandats consécutifs. On revient en France et à quoi vont donc ressembler les nouvelles plaques d'immatriculation de nos voitures? Dès le 15 avril prochain, elles feront leur apparition sur les véhicules neufs. On y retrouve bien sûr des chiffres, des lettres. La nouveauté, c'est un petit logo, symbole de votre région, et c'est vous qui allez pouvoir le choisir. Explication, Perrine Bonnet. 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres. La nouvelle plaque est un modèle sobre, avec une petite touche de fantaisie. Le logo régional fait son apparition. Vous pourrez choisir sur la carte celui qui vous plaît. La région où vous vivez, où vous êtes né, où vous rêvez de vivre, tout devient possible. À Marseille, on se réjouit de la nouveauté. Vous êtes content d'avoir le logo de votre région sur la voiture? Mais bien sûr, c'est ce qu'on espère. Hein. Même on devrait avoir des petits logos nous-mêmes sur la... Nous, quand on est de Marseille, on aime bien savoir qui c'est qui est Marseillais, quoi, voilà. Et je pense que les autres départements, pareil. Hein. Exact, monsieur, même son de cloche dans le Nord. Qu'on nous identifie comme ch'timi, c'est pas grave, hein. Ça sera le Nord-Pas-de-Calais, c'est normal, hein. On étant de la région depuis tout petit. Les Bretons, eux, ont un petit bonus. En lieu et place du symbole officiel, ils pourront afficher le Gwenadu, drapeau créé par un militant régionaliste en 1923. La Bretagne, c'est aussi ça, quoi. C'est la différence, ce sentiment d'indépendance qu'on a, c'est tout. Dernière bonne nouvelle pour tous ces députés qui avaient milité pour le numéro de département, il sera bien là. Le conducteur pourra choisir celui qu'il veut, pourvu qu'il corresponde au logo de région. Passons aux détails pratiques. Ces plaques seront définitives de la mise en circulation du véhicule à sa destruction, avec non plus une carte grise, mais ce certificat d'immatriculation. Tout ça à partir du 15 avril pour l'achat d'un véhicule neuf, du 15 juin pour l'achat d'un véhicule d'occasion ou changement d'adresse. Mais si vous avez un mal de chien à vous séparer de votre voiture, votre vieille plaque vous collera jusqu'en 2020. La dictée a été pour certains un cauchemar de jeunesse. Vous souriez parfois aujourd'hui à la lecture de certains mails envoyés par vos proches. Eh bien oui, l'orthographe n'est pas toujours une amie et ce n'est pas nouveau. Seul problème, c'est que les choses s'aggravent. Le niveau des élèves frise même souvent le ridicule selon les spécialistes. Alors, comment y remédier? Vaste programme. C'est le grand format. Il est signé José Blanc-Lapierre, Philippe Évêque et Mathieu Nivengloski. Salut, tu fais quoi? MDR, mort de rire, c'est trop marrant. C'est ainsi qu'ils communiquent en abrégé. Et au bout de leurs doigts qui pianotent à toute vitesse, ce langage codé se moque bien de l'orthographe. Une orthographe en crise. Aujourd'hui, les élèves de 5e auraient un niveau de CM2. À qui la faute? Quand certains recopient le tableau avec des erreurs. Probablement le manque de lecture chez les jeunes qui passent plus de temps devant les écrans qu'à l'école. Elle est obligée, s'il te plaît. Et pour cet enseignant, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Comment s'insérer socialement, professionnellement, quand on ne maîtrise pas le langage, quand on ne maîtrise pas les codes? Parce que les codes qu'ils ont entre eux ne sont pas les codes que nous avons en société. Ils construisent, si vous voulez, des codes parallèles et parfois ne sont pas capables d'adapter et leur niveau de langue et leur niveau de code. Ça, c'est un vrai problème. Pour de nombreux profs, c'est mathématique. En 20 ans, le nombre d'heures de français est passé de 2800 à 2000, une diminution de près d'un tiers. Alors,
Arrivés en seconde, cela ne s'arrange pas. 2/3 des lycéens ont eu 0 à une dictée effectuée en septembre 2008 sur un échantillon de 1500 élèves. Ici, vous avez par exemple, il n'en paraissait pas gêné, donc confusion passé, participe passé. Vous avez même l'impératif présent. N'ayez pas peur. Il y a une sorte de mélange avec le verbe aller, AI, 2L, EZ. Les élèves ont beaucoup de mal à étudier au lycée un texte de Voltaire, un texte de Diderot, un texte qui est écrit dans une langue un petit peu complexe, si vous voulez. Et donc il y a toute une part de la littérature, toute une part de la culture qui au fond leur est inaccessible après. Simplement parce qu'ils n'ont pas eu assez de cours de français au primaire, au collège. On n'utilise donc jamais s'avérer vrai, s'avérer exact ou s'avérer faux. Mais gare à l'orthographe, un jour, elle peut devenir note éliminatoire, comme pour ces candidats au concours de grandes écoles qui s'entraînent comme des sportifs au 0 faute. Que la faute elle est sur gris-perle, enfin sur perle. Alors, bravo. Je pense qu'avec cette méthode d'apprentissage, on arrivera plus facilement à essayer d'avoir cette école et ainsi peut-être plus tard arriver sur le marché du travail avec certaines facilités. Ils ont passé une demi-journée dans le bureau de Pierre. Faux. Placé devant, demi ne prend jamais de E. Pourquoi y a-t-il autant de voitures bleu clair? Faux. 2 adjectifs de couleur ne s'accordent jamais. 80 règles de grammaire essentielles, un logiciel pour étudiants et cadres sup, spécialement conçu pour le rattrapage. Les gens qui utilisent ce logiciel n'apprennent que ce qu'ils ne connaissent pas. C'est qu'au lieu de prendre un livre et vous apprenez toutes les règles, sachant que vous en connaissez déjà la moitié, vous n'apprenez que ce que vous ne connaissez pas, parce que le logiciel au départ évalue votre niveau sur chaque piste, vous créez un programme d'apprentissage qui vous est complètement personnalisé. Une méthode qui fait son chemin. L'IUT de Lyon l'utilise aussi depuis cette année. À croire que c'est en grandissant que l'on regrette le temps de la dictée. De sport ce dimanche avec la joie du français Julien Liseroux. On attendait son complice, Jean-Baptiste Grange, lors du slalom aujourd'hui, mais c'est une nouvelle fois lui qui crée la surprise. Julien Benedetto et Régis Maté sur place. Le jour de gloire est arrivé pour Julien Liseroux, héros français de ces mondiaux avec 2 médailles d'argent. Et dire qu'il y a 2 ans, le skieur de la Plagne avait été prié de refaire ses gammes en Coupe d'Europe, la 2e division du circuit pro. C'est la revanche d'un sympathique obstiné. C'est top, ça donne juste le sourire, je suis fier de mon parcours parce que j'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, ce que j'aime le plus au monde, c'est d'être sur les skis. Alors d'être sur les skis, sur une piste magnifique en plein soleil devant 40 000 personnes, c'est le summum, je pense. 8 h ce matin, dernière reconnaissance avec son entraîneur. Il est comme ça, Julien Liseroux, pas du genre à se mettre la pression, à quelques minutes du slalom des championnats du monde. 4e de la première manche, il fait naître un fol espoir dans son clan. Pierre Liseroux, slalom avec son fils. Et chante, à l'arrivée, la médaille d'argent de son champion. C'est que le début pour Julien. Il a 30 ans, mais c'est à cet âge-là que Lucas Fort a commencé sa carrière. Alors on croise les doigts, on y croit fort. Liseroux aura profité de l'élimination des autres favoris, parmi lesquels son copain d'entraînement Jean-Baptiste Grange. Sur ce trucage vidéo, on voit les 31 centièmes qui le séparent du vainqueur, l'Autrichien Pranger. Mais pour Liseroux, cette médaille d'argent sonne comme une victoire. Dans le reste de l'actualité sportive, des nouvelles d'un champion du commun parfois oublié, Sébastien Loeb, qui a remporté le rallye de Norvège, le football, et Lyon qui maintient le cap. Et puis Amélie Mauresmo a pleuré aujourd'hui, des larmes de joie, à Rontanzit. La Française craque. Amélie Mauresmo vient de remporter l'Open de Paris. La fin de 2 ans de disette et de pépins physiques. 2 ans sans victoire dans un tournoi. Cet après-midi à Coubertin, l'ancienne numéro 1 mondiale tombée aujourd'hui à la 24e place a battu avec panache en 3-7 accrochés la russe Dementeva. À 29 ans, Mauresmo est de retour. Je suis battue à 3e mondiale, la 4e, la 10e. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. I'm back. La super production de Jean-Michel Aulas est bien rodée. À la fin du film, c'est toujours Lyon qui gagne. Ce soir, victoire 3-1 face au Havre. Début lyonnais signé Ederson, Keita et Juninho sur coup franc inhabitude. Lyon, premier du championnat, compte 4 points d'avance sur Paris.
Seul raté de la soirée et qui va faire parler, l'expulsion de Mensah. Victime d'insultes racistes provenant des tribunes. Sur le terrain, le Lyonnais ne maîtrise pas ses nerfs. Ce soir, un supporter du Havre a été interpellé par la police. Dans l'autre match de la soirée, Sochaux-Toulouse, 1-1 quand le meilleur buteur de la Ligue 1 se met en action. André-Pierre Gignac marque son 15e but de la saison et Toulouse l'emporte 2-1. En Norvège, certains ont voulu prendre des raccourcis. Sébastien Loeb, lui, a eu la bonne idée et le talent de ne pas couper dans le décor. Pour la première fois, le quintuple champion du monde remporte le rallye norvégien. Le 49e succès de sa carrière. Respect. Cinéma, avec un film attendu, une nouvelle adaptation d'un livre de Dan Brown, après le Da Vinci Code. Voici Ange et démons, direction Genève, au siège de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. C'est dans ce lieu étonnant que Marie-Jo Jouan a rencontré celui qui porte le film, Tom Hanks. Retour sur le lieu d'un crime étrange au Centre européen de recherche nucléaire où le cadavre d'un savant a été découvert horriblement mutilé. Du cinéma, preuve la présence de l'équipe d'Anges et démons venue présenter au CERN les premières images de ce qui pourrait être la suite des aventures du héros du Da Vinci Code. Il a révélé l'un des plus grands complots de l'histoire de l'humanité. De Vinci. Quelle découverte terrifiante peut pousser le Vatican à se tourner vers lui. Des Illuminati. Une partie de l'intrigue se déroule dans cet endroit, près de Genève, où plus de 2000 chercheurs tentent de percer le mystère de l'origine du monde. Là où se trouve grand comme une cathédrale, lourd comme la tour Eiffel, un détecteur pour étudier la collision entre la matière et l'antimatière, pour vulgariser, recréer un mini Big Bang. Dans le film, l'antimatière volée au CERN est détournée pour tout simplement faire sauter le Vatican. Ce qui est impossible, c'est de faire une bombe avec de l'antimatière, parce qu'on n'a pas les moyens d'en fabriquer, même un gramme. Il faudrait 1 milliard d'années pour cela. Impossible de tourner dans cet antre de la science. Ron Howard s'est contenté de quelques plans, le reste a été recréé en studio. Tom Hanks, lui, découvre le site en même temps que nous. Il est venu en vedette américaine. Les scientifiques, quand ils cherchent à démontrer quelque chose, ils mettent toute leur matière grise au service de leur démonstration. Mais en fait, pour nous les artistes, ce n'est pas très différent. Sauf que nous, c'est notre imagination qui nous permet de recréer une situation ou un événement. À chacun son savoir-faire. Voilà le premier jalon. Robert Langdon poursuit sa course contre la mort à Rome. Vous êtes en train de parler de l'instant de la création. Entre physique nucléaire, secte et machination, alléchant pour les fans du Da Vinci Code, mais pas facile de se faire une idée. Outre la bande-annonce, les journalistes n'ont pu voir qu'un montage de 9 minutes du film. C'est forcément ici! Mystère, et comme chaque dimanche, voici maintenant le box-office, classement des films au premier jour de leur sortie cette semaine. En tête, Ce que pensent les hommes, une comédie américaine avec Ben Affleck et Jennifer Aniston. Puis, bon démarrage pour Le Séminaire Caméra Café avec le duo Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Arrive ensuite une autre comédie américaine, Meilleurs ennemis. Enfin, La légende de Despero, un joli dessin animé. Voilà, allez, on part à Venise pour le lancement de 10 jours de carnaval sur place, sur la place Saint-Marc. On retrouve nos envoyés spéciaux Philippe Visserias et Karine Guillaumin. C'est le rendez-vous incontournable de ce début de carnaval. L'ange s'envole du campanile de la place Saint-Marc et devant près de 100 000 spectateurs, atterrit dans les bras du Doge de Venise. C'est parti pour 10 jours de fête où Venise renoue avec les fastes de son passé. Voir et être vu, éternel jeu de séduction dans l'un des plus beaux décors du monde. Des costumes issus de l'imaginaire des carnavaliers ou des livres d'histoire. Des personnages que l'on incarne pour le plaisir des yeux. Je suis Jacques-Étienne Montgolfier. Cette année, je voulais honorer l'inventeur de la montgolfière. À l'écart de la foule, profitant du soleil sur les bords du Grand Canal, Joël et Corinne déambulent et prennent la pause. Pendant une semaine, ce couple de Marseillais va s'offrir le frisson de la célébrité. On a un peu l'impression d'être Angelina Jolie et Brad Pitt, voilà. C'est un grand plaisir intense. Et c'est vrai qu'être sous un masque, c'est aussi l'occasion d'avoir beaucoup d'audace parce que vous ne savez pas qui je suis derrière ce masque. L'obsession de la belle image sur fond de gondole. Un safari photo où il faut pouvoir jouer des coudes. S'il vous plaît, nous prenons tous comme nous voyons, c'est très beau, donc voilà, il faut qu'il reste des souvenirs. Mais à côté de ces figures imposées du bon goût vénitien, cette année,
Entre les dinosaures envahissant la place Saint-Marc et les bandasses, le carnaval ressemble de plus en plus à une kermesse, ce qui n'est pas du goût des puristes. Il y a un petit peu de médiocrité que je n'apprécie pas. Parce que dans ce grand cadre gothique flamboyant, Renaissance, eh bien, je trouve qu'on ne veut voir que des belles choses. De mémoire de carnavalier, on avait rarement vu autant de monde sur les bords du Grand Canal. Des touristes venus du monde entier oubliaient la crise et rêvaient dans les bras de Venise. Comme chaque dimanche, l'agenda de la semaine à venir, 3 rendez-vous. Le sommet social de l'Elysée, mercredi, les partenaires sociaux ont rendez-vous avec le président de la République. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi à Paris. Et comme d'habitude, vous le retrouverez, porte de Versailles. Et puis dimanche, Hollywood remet ses Oscars entre les murs. De Laurent Canté est en compétition, tout comme Mickey Rourke ou encore le film britannique Slumdog Millionnaire. Voilà, c'est pour dimanche prochain. Avant de refermer le journal, je vous rappelle l'une des informations de ce soir, c'est l'évasion spectaculaire de 2 détenus de la prison de Moulins dans l'Allier. Évasion à l'explosif. Les 2 hommes avaient pris en otage 2 gardiens. Ils sont désormais tous les 2 libres depuis quelques minutes. Un important dispositif de gendarmerie a été mis en place afin de tenter de retrouver les 2 hommes fichés au grand banditisme. Voilà pour toute l'actualité de ce dimanche. Merci à vous pour votre fidélité tout au long de ce week-end. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h35, cinéma avec Orgueil et Préjugés. Pour l'information, demain vous retrouvez dès 13h, Élise Lucet. Passez une très belle soirée et à la semaine prochaine. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.